Avec nos invités. Nicolas Pouvreau-Monti, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être avec nous. Et puis on est avec Catherine Lescolan-Quéré. Vous êtes médecin, vous êtes partie en mission humanitaire à Gaza. Nicolas Pouvreau-Monti, cette reconnaissance des méthodes de guerre des forces israéliennes dans la bande de Gaza et de ce que ça implique en droit des réfugiés, quels critères sont examinés exactement pour déterminer le caractère persécutoire ? Écoutez, effectivement, il y a deux critères principaux pour déterminer si le type de situation que vit une personne leur permet d'obtenir le statut de réfugié plutôt que la protection subsidiaire. Vous l'avez dit, un statut de réfugié est plus protecteur, permet d'avoir un titre de 10 ans au lieu de 4 ans. Le premier, c'est l'existence effectivement d'une persécution au sens strict, pas d'une menace, pas d'une situation de violence aveugle, mais d'une persécution qui cible un groupe en particulier auquel appartient l'individu qui demande ce statut. Et le deuxième critère, c'est le motif de la persécution. Et la Convention de Genève de 51 sur le statut des réfugiés, sur laquelle se fonde la Cour nationale du droit d'asile, liste un nombre délimité de critères, persécution en raison de la race, de la religion ou de la nationalité. Et la Cour a notamment estimé que les Palestiniens formaient une nationalité au regard des critères de la Convention de Genève, ce qui a permis effectivement de fonder la décision sur laquelle le statut de réfugié a été octroyé. Cette Cour nationale du droit d'asile, elle est donc allée, Nicolas Pouvreau-Monti, à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, puisqu'en novembre dernier, l'OFPRA avait décidé qu'il fallait être personnellement persécuté pour pouvoir obtenir ce statut de réfugié et pas simplement venir d'une région où les méthodes de guerre pouvaient s'assimiler à la persécution. La différence, elle est importante en termes de résultats. Il y a 6 ans d'écart, je crois, sur le sol français qui sont attribués en plus. C'est ça, c'est-à-dire que la protection subsidiaire à laquelle avaient droit les Gazaouis jusqu'à présent prend la forme d'un titre de séjour de 4 ans pour motif humanitaire, et le statut de réfugié, qui est plus protecteur par différents aspects, implique notamment un titre de 10 ans. Mais la divergence d'appréciation entre l'OFPRA en première instance et la Cour nationale du droit d'asile en deuxième instance que vous soulignez, elle est importante et elle montre à quel point finalement on a aujourd'hui assez peu de prise en matière d'anticipation et de contrôle du droit d'asile. C'est-à-dire que les critères d'octroi du droit d'asile, protection subsidiaire ou statut de réfugié se sont quand même étendus de manière assez large au cours des dernières années, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi de la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger parce qu'on voit aujourd'hui que la stratégie du gouvernement israélien semble être à plus ou moins long terme d'évacuer Gaza, de vider Gaza de sa population, ce qui pose d'importantes questions sur le plan du droit international, je ne vous le fais pas dire, mais ça implique aussi potentiellement un enjeu migratoire spécifique. Et c'est vrai que cette jurisprudence plus large et plus ouverte, au regard de cette stratégie, elle pose d'importantes questions sur ses conséquences possibles. Catherine Lescolan-Quéré, vous êtes partie en mission humanitaire à Gaza. Cette décision, j'imagine que vous l'avez accueillie avec un immense soulagement pour les Gazaouis que vous avez côtoyés et puis ceux qui sont peut-être déjà arrivés en France et que vous devez connaître. Je félicite cette femme déterminée, cette femme gazaoui qui va donner de l'espoir, qui s'est battue, qui va donner de l'espoir pour tous les autres. Et je félicite aussi les avocats qui ont enfin fait parler la justice française, parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que les accords économiques sont au-dessus du droit international. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, porteuse d'espoir pour tous les Gazaouis et pour tous ceux qui sont bloqués là-bas. Et vraiment, le message que je voudrais faire passer à tous les Français, c'est qu'on ne quitte pas son pays par plaisir. Jamais. Vous avez pu avoir des contacts dans la bande de Gaza ou auprès de Gazaouis que vous connaissez qui seraient réfugiés ailleurs ou en France pour avoir leurs sentiments suite à cette décision ? Quand j'étais là-bas il y a 6 mois, la situation était déjà apocalyptique. Maintenant, comme dit Gallagher Fenwick, un grand reporter qui a répondu à l'ambassadeur d'Israël, malheureusement, les Gazaouis n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'une seule alternative qui est donnée par Israël, c'est la mort ou la valise. Et clairement, les Gazaouis ne veulent pas quitter leur pays, puisque c'est ce qu'Israël attend, c'est ce que Trump attend, de faire la Riviera. Donc, ce n'est pas un choix qui leur est donné, c'est une alternative tragique. Et donc, je pense que si la France avait stopper les livraisons d'armes à Israël depuis le début de ce génocide et couper les accords économiques, on n'en serait pas à devoir accueillir
les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, ils n'ont pas choisi de venir en France. Et maintenant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de les accueillir dignement, de regrouper les familles de blessés et puis d'éviter qu'il y ait encore plus de morts. Ce qui risque d'arriver dans les semaines qui viennent. Nicolas Pouvremonti, le processus, on l'a dit avec vous, il y avait l'OFPRA, puis la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Est-ce qu'il y a d'autres échelons possibles? Est-ce que, par exemple, le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, peut refuser cette décision, mettre un veto sur cette décision? Alors, il existe un niveau de recours supérieur qui est le Conseil d'État, mais on touche là à un caractère très spécifique du droit d'asile qui est l'absence complète de contrôle du politique sur les critères d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le droit d'asile, il a une triple singularité. C'est à la fois donc le canal d'immigration que les politiques maîtrisent le moins, sur lequel ils ont le moins de prise. C'est celui qui est en plus forte croissance ces dernières années. Le nombre de bénéficiaires de l'asile en France, statut de réfugié ou protection subsidiaire, a triplé au cours des 10 dernières années. On voit ça dans les rapports de l'OFPRA. Il y a environ 650 000 bénéficiaires de l'asile en France aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est aussi le canal d'immigration qui est le moins directement corrélé aux besoins ou même aux capacités d'intégration de la société française. Et de ce point de vue-là, on verra ce que donnera cette décision dans le cas des Gazaouis, mais un exemple assez illustratif qu'on a pu observer ces dernières années, c'est celui de l'immigration afghane en France. On a aujourd'hui environ 100 000 Afghans sur le territoire français. C'est un nombre qui a été multiplié par 60 en l'espace de 15 ans. C'est intégralement un résultat du droit d'asile. Et le droit d'asile, s'il est pris, je vais plus dire sur la base de principes abstraits, il emporte aussi des conséquences migratoires qui font qu'un peu partout en Europe et dans le monde développé, on s'interroge sur le caractère soutenable de ce régime. Vous voyez, cette semaine, The Economist, grand hebdomadaire de la presse anglo-saxonne, titre sur la nécessité, prend position en faveur d'une réforme du régime du droit d'asile. Je pense que cette décision sur les Gazaouis illustre toute l'actualité du sujet. Alors, si on rentre un petit peu, Nicolas Pouvremonti, dans le technique encore, si j'ai bien compris, 80% des Gazaouis étaient en fait déjà considérés comme pouvant bénéficier du statut de réfugié par l'ONU. Qui sont les 20% restants et pourquoi l'ONU ne les reconnaissait-il pas ou ne les reconnaît-il pas ? Bien sûr, alors on a effectivement 70 à 80% des Gazaouis qui remplissaient déjà les critères pour obtenir un statut de réfugié. Ce sont les Gazaouis qui étaient et qui restent placés sous la protection de l'Office des Nations Unies, pour les réfugiés palestiniens. Qui sont ces gens? Ce sont soit des personnes, soit les descendants de personnes qui ont dû migrer à l'occasion de la création de l'État d'Israël en 1948 ou dans les années qui ont suivi et qui se sont déplacés dans la bande de Gaza alors qu'elles n'étaient pas originaires de la bande de Gaza. Ce sont en quelque sorte des réfugiés internes, si vous voulez. Et les Gazaouis, pour la plupart d'entre eux, qui ne sont pas sous la protection des Nations Unies, ce sont des personnes qui sont présentes originellement sur la bande de Gaza ou qui en descendent. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que la décision de la CNDA, elle change à la marge le volume des Gazaouis éligibles au statut de réfugié, mais par contre, elle illustre des questions plus globales sur le caractère soutenable du régime de l'asile. Catherine Le Scolan-Quéré, cette décision française, elle permet donc arithmétiquement en tout cas d'englober 100% de la population de Gaza. Est-ce que ça veut dire aussi potentiellement des membres du Hamas? Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même très sérieusement vérifier que ces personnes-là, qui sont classées terroristes, ne soient pas parmi les personnes accueillies en France? J'attendais le mot Hamas, j'attendais le mot terroriste. Pour répondre à M. Pouvremonti, quand il parle des 80% des réfugiés à Gaza qui sont sous la protection de l'UNRWA, on parle bien de l'UNRWA qui est maintenant empêchée de protéger les Gazaouis par Israël. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez me répondre, M. Pouvremonti? On parle bien de l'UNRWA qui n'a plus le droit d'exercer à cause d'Israël. On est bien d'accord? Oui, absolument. Et d'ailleurs, le critère d'octroi du statut de réfugié concernait jusqu'à présent les Palestiniens sous l'autorité des Nations Unies et qui ne pouvaient plus se prévaloir de la protection des Nations Unies. C'est tout à fait ça. D'accord. On parle bien quand on parle de ces 80% de réfugiés de l'UNRWA, on parle bien de ces gens qui sont arrivés dans la bande de Gaza en 1948, comme deux familles rennaises qui sont réfugiées à Rennes maintenant, qui habitaient dans des villages à 15 km au nord de la bande de Gaza et dont les grands-parents n'ont jamais revu leur village. Des villages qui n'existent plus, qui ont été rasés par Israël, on parle bien de ça.
Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les Gazaouis sont en l'instant. danger. Que ce soit des Gazaouis qui soient à 80% sous la protection de l'UNRWA, qui n'a plus le droit d'exercer son travail, ou les 20%. Je pense qu'ils sont tous en danger de mort. Et je vois aussi que vous aimez parler de chiffres. Alors, moi, comme je ne vous connaissais pas, je suis allée il y a un quart d'heure un petit peu sur le net pour voir à qui j'allais, en face de qui j'allais parler. Et je vois que vous êtes le visage préféré des médias pour parler des migrations, ou plutôt pour parler de l'immigration. Est-ce que l'immigration vous inquiète à ce point ? Catherine Le Scolan-Quéré, je me permets d'intervenir parce qu'on est dans un débat en fait sur le droit de réfugiés accordé aux Palestiniens par la France. Vous n'avez pas parlé beaucoup, mais on va essayer de rester dans notre débat, si vous voulez bien, ne pas tourner au règlement de compte parce que ça n'intéresse pas les téléspectateurs. Je voulais vous demander quand même, à Gaza, on le dit depuis toujours, il y a des membres du Hamas. Alors, le Hamas est considéré comme un groupement terroriste. La question est donc légitime de se demander, comme pour les Syriens du djihad islamique, s'il n'est pas dangereux ou s'il ne faut pas vérifier en tout cas qui sont les personnes qui arrivent de Gaza et quels sont leurs antécédents. Donc, je vais vous répondre sur ça. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital Nasser de Khan Younis, là où l'hôpital même qui a été ciblé, bombardé pour descendre des gens du Hamas. Je n'ai vu aucun terroriste, je n'ai vu aucun membre du Hamas, je n'ai vu aucun tunnel, je n'ai vu aucune arme dans l'hôpital. Je n'ai vu que des Gazaouis qui luttent pour survivre. Je n'ai pas rencontré un seul Gazaoui qui parle en termes de haine vis-à-vis d'Israël. Et j'aimerais que dans l'esprit des Français, cette image de terroriste, de Hamas, au niveau de la société civile israélienne, la société civile française, que les choses changent dans les esprits. Catherine Le Scolan-Quéré, pardonnez-moi, excusez-moi, il y a quand même eu le pogrom du 7 octobre, on ne va pas dire le contraire. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui, d'accord. Est-ce qu'on peut rester factuel et raisonnable dans ce débat? Je vous remercie. Alors, on va parler du 7 octobre, mais est-ce que vous pouvez me donner, peut-être que M. Pouvremonti, qui connaît mieux les chiffres que moi, c'est le nombre de morts à Gaza en 2023, avant le 7 octobre. Est-ce que vous avez ces chiffres, monsieur? Le nombre de morts tués par les Israéliens à Gaza dans l'année 2023, du 1er janvier 2023 jusqu'au 7 octobre, jusqu'au 6 octobre. La même chose en 2021. On va laisser répondre, si vous voulez bien vous poser des questions. On va laisser répondre Nicolas Pouvremonti, puis après on va vous remercier, madame. Je veux bien des chiffres, oui. Écoutez, sur les morts à Gaza, avant et après le 7 octobre, les sources divergent. Je ne prendrai pas position particulière sur ce point précis, mais il me semble que le sujet du débat, c'est finalement la question de l'asile. Et on voit bien que, et c'est assez frappant, je pense, dans le propos de madame, aujourd'hui, la logique du droit d'asile, c'est une logique de principe absolu, de principe abstrait, qui évacue de prime abord toutes les difficultés qui peuvent se poser. Donc, vous souleviez à juste titre la question des impacts sécuritaires, la lutte contre le terrorisme. Ça reste des phénomènes marginaux, heureusement, hein, bien dans la masse de la demande d'asile en Europe. Il y a 8 millions de demandeurs d'asile qui ont été accueillis en Europe au cours de la décennie écoulée. Fort heureusement, les terroristes ou les gens avec des sympathies terroristes en leur sein sont extrêmement minoritaires. Mais de manière plus concrète et plus large, c'est l'ensemble de la question de l'intégration qui se pose. Vous voyez, j'évoquais le sujet des Afghans à l'instant. Donc les Afghans, 100 000 Afghans en France du fait du droit d'asile, malgré les programmes d'intégration mis en œuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par exemple, l'OFII nous dit que 60% des Afghans en France, après le programme d'intégration, ne sont pas en emploi. Il ne s'agit évidemment pas de les blâmer. La vie en Afghanistan est terrible et le choix de quitter l'Afghanistan se comprend évidemment. Mais du point de vue de la société d'accueil, du point de vue des politiques d'intégration, des capacités d'intégration, les principes absolus font parfois de la bien mauvaise politique. Donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre à quel niveau ça bloque. Pourquoi est-ce que les réfugiés ne travaillent pas aussi vite qu'on le souhaiterait? J'ai l'exemple concret d'un réfugié gazaoui qui habite à Rennes, qui a vu sa maison bombardée le 14 octobre 2023 et qui a été accueilli par M. Macron en janvier 2024. Donc, il faisait partie
Là, pour une fois, je connais les chiffres des 25 blessés accueillis par la France depuis le début du génocide. Cet homme est diplômé, bac plus 4. Il aimerait travailler, donc il est en France depuis janvier 2024. D'abord gravement blessé, maintenant il est apte à travailler et il souhaite travailler. Ce que France Travail lui a répondu, c'est: vous êtes veuf, votre femme est morte sous les bombes, un de vos fils est mort sous les bombes, vous avez 3 enfants maintenant à charge en France, donc on vous conseille de bénéficier du RSA jusqu'à janvier 2026, de ne pas travailler et d'essayer de perfectionner votre français. Alors que ce monsieur souhaite travailler coûte que coûte, et il est capable de travailler. Donc, quelle réponse apporter à ces gens-là qui souhaitent travailler et dont le système, l'administration française, la lenteur de l'administration française fait que ils mettent un temps fou à obtenir leurs papiers et ensuite le droit de travailler. Il a eu des entretiens à France Travail, on lui a dit: restez à la maison, on vous donne le RSA jusqu'à janvier 2026. Nicolas Pouvremonty, on va vous laisser répondre. Quelle solution, Nicolas Pouvremonty, pour une meilleure intégration? Une fois l'arrivée sur le sol français, effectivement, la question est légitime. Qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir bien et de manière durable, faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans notre pays? Bien sûr, je dirais 3 choses. La première, c'est que les difficultés d'intégration économique que j'évoquais ne sont pas propres à la France. On peut prendre le cas des Afghans en Allemagne. Le taux d'emploi des Afghans en Allemagne est inférieur de 20 à 30 points à celui de la population générale. Donc, le sujet est partout. Et que peut-on faire? C'est effectivement le fond de votre question. Je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a évidemment les programmes d'intégration qu'il s'agit de flécher plus directement vers l'intégration économique, étant entendu que le statut d'asile n'a pas forcément vocation à être un statut d'immigration pérenne et sédentarisé. Il serait logique que pour un certain nombre de bénéficiaires de l'asile dont la situation du pays a pu évoluer positivement au cours des dernières années, la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire puisse être réexaminée assez régulièrement. Et ça me renvoie, je pense, au deuxième type de réponse sur la question importante que faire, c'est la question du nombre. Le nombre détermine énormément de choses. Vous voyez, le nombre de premiers demandeurs d'asile en France a triplé depuis 15 ans. On a ouvert beaucoup de places pour accueillir les demandeurs d'asile, mais ça ne suffit toujours pas à loger tous les demandeurs. On est obligé de les loger dans l'hébergement d'urgence généraliste. Et tant qu'on n'aura pas repris une capacité de contrôle au moins quantitative sur la demande d'asile, finalement, ça revient à essayer de vider l'océan avec un seau. La Cour nationale du droit d'asile, Nicolas Pouvremonty, a fondé son jugement sur la persécution au regard de la nationalité. C'est ce qu'on se disait au début de ce débat. Et pourtant, au regard de la France, pour l'instant, les Palestiniens de Gaza sont apatrides, puisque la France ne reconnaît pas encore la Palestine comme un État. Emmanuel Macron avait promis d'y venir, notamment pour ce mois de juillet. Ça devait aussi se passer le 18 juin avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et puis, ça a été annulé à cause de la guerre entre Israël et l'Iran. Cette promesse semble suspendue. Pour vous, est-ce qu'elle verra le jour ou est-ce qu'elle va finalement tomber aux oubliettes pour l'instant? Écoutez, il est probable que cette décision arrive à un moment ou l'autre. Ça ne changera rien du point de vue du statut de réfugié parce que la Convention de Genève et la jurisprudence autour d'elle fixent des critères objectifs pour déterminer ce qu'est une nationalité qui vont au-delà de l'existence d'un État. Vous voyez, les Palestiniens sont une nationalité au regard de la Convention de Genève selon la CNDA parce qu'ils sont liés ensemble par des traits ethniques, linguistiques, religieux, historiques, par leur rapport aussi spécifique à un autre État qui est l'État d'Israël. Donc du point de vue du droit d'asile, les conséquences d'une éventuelle reconnaissance ne seraient pas immédiates, mais ce qui est certain, c'est que ça pourrait, par exemple, faire sauter une situation qui existe pour les Palestiniens depuis 1948, qui est le statut d'apatridie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grand nombre de Palestiniens qui ne sont citoyens d'aucun État, et en France, quand on est apatride, on est directement éligible à un statut de réfugié. Il y a une conférence pour promouvoir la paix et pousser la solution à 2 États qui est prévue à New York à la fin du mois de juillet avec les pays membres de l'ONU. Emmanuel Macron n'y sera pas, ce sera son ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de sommet? Écoutez, la vraie difficulté est la volonté des acteurs locaux d'avancer sur place. Moi, je pense qu'une question fondamentale se pose du côté du gouvernement israélien. Quels sont véritablement ses buts de guerre? On sait que la question, je le disais un petit peu avant, de la potentielle évacuation de Gaza est une sorte de toile de fond. Est-ce que le gouvernement israélien souhaite vider Gaza de ses habitants? Si c'est le cas, ça pose d'importantes questions humanitaires, pour dire le moins, et de droit international, et ça aura aussi évidemment des implications migratoires majeures.
mais elle se pose aussi du côté des Palestiniens. La vraie difficulté, on évoquait la perspective de reconnaissance d'un État palestinien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de numéro auquel appeler l'État palestinien. Et il y a la bande de Gaza sous le contrôle du Hamas, il y a la Cisjordanie où l'autorité palestinienne a un contrôle de plus en plus léger et de plus en plus mordu par l'implantation des colonies israéliennes. Donc la balle est surtout en vérité dans le camp des autorités israéliennes et des interlocuteurs qu'elles choisiront du côté palestinien. Merci infiniment Nicolas Pouvremonti d'avoir été avec nous, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci.